Le pont transbordeur, situé en Charente-Maritime, retrouve après 3 années de restauration son architecture et sa couleur d'origine de 1900. Cet ouvrage d'art, unique en France aujourd'hui, est étroitement lié au développement de la ville de Rochefort. Alors en 1666, qui est vraiment une date clé dans l'histoire de la marine française et dans l'histoire de Rochefort, 3 arsenaux sont fondés en France. Tout en haut, là, c'est Brest. Méditerranée, c'est Toulon, et il en faut un pour le Ponant, pour l'Atlantique. Et puis ils cherchent des fonds d'estuaire. Ça nous paraît étrange à nous, parce que ça complique beaucoup la logistique de l'arsenal, mais c'était une protection formidable contre l'ennemi venu de la mer. Et puis il y a des espaces suffisamment ouverts, non bâtis, pour pouvoir construire cette énorme usine à bateaux de guerre qui est un arsenal. Donc Rochefort va finalement être le lieu retenu par tout le monde. Mais la Charente est autant une alliée de la marine qu'un fleuve indomptable, au courant puissant, causé par des marées quotidiennes. Au XIXe siècle, le seul moyen de traverser ce fleuve entre Rochefort et Échillais est le bac, à rame puis à vapeur. Ce système est néanmoins tributaire des courants forts engendrés par les marées et des conditions météorologiques. À ces conditions s'ajoute une augmentation de la circulation. La construction d'un pont est alors envisagée afin de remplacer le bac. Alors le pont transbordeur, il répond assez bien aux exigences de tout le monde. En 1897, quand est prise la décision de construire le pont d'Arnaudin, l'arsenal fonctionne encore. Il a des difficultés, mais il est bien là. Donc il faut qu'on puisse faire passer les navires de guerre. Alors les bateaux de guerre, à ce moment-là, il y en a qui ont encore des mâts, pas forcément des mâts pour porter des voiles, mais enfin ils ont une certaine hauteur et il faut pouvoir passer sans difficulté. Et donc la marine va exiger une hauteur de 50 mètres. Ça lui permet d'avoir un bon pied de pilote, comme on dit. Le projet de l'architecte Ferdinand Arnaudin est alors retenu. Composé d'une partie fixe et d'une partie mobile en hauteur, le chariot déplace la nacelle au-dessus de l'eau. Les travaux débutent en mars 1898 pour s'achever 27 mois plus tard. Il est à noter l'extrême ingéniosité des moyens de l'époque et le courage nécessaire aux ouvriers afin de parvenir à assembler cette structure métallique de 175 mètres de long au-dessus de la Charente. Inauguré le 29 juillet 1900, le pont transbordeur fonctionnera jusqu'en 1967 tout en subissant plusieurs modifications structurelles afin de suivre l'évolution rapide du trafic routier. Mais avec une capacité de 16 tonnes, ce dernier devient obsolète à partir des années 50. Dans les années 50-60, il y a des manifestations contre le pont transbordeur. Alors, on n'en passe spécialement après le transbordeur, simplement la capacité de transport du transbordeur est beaucoup trop faible pour les besoins de l'économie et du tourisme. Et donc les gens réclament ici un nouveau pont. Ce sera le cas et le 4 février 1967 est inauguré le fameux pont à Travée-Levante et le pont transbordeur cesse de fonctionner. Il n'est plus entretenu, il s'abîme très vite. On peut penser que les demoiselles de Rochefort ont sauvé le transbordeur parce qu'ils l'ont fait rentrer dans un champ d'imaginaire et de culture dans lequel il n'était pas. Le film commence par une vue sur le transbordeur, c'est d'ailleurs un des éléments majeurs du choix de Rochefort par Jacques Demy. Il y avait un transbordeur à Nantes, la ville natale de Demy, qui a disparu en 1966. Donc il vient aussi ici parce qu'il retrouve quelque chose de son enfance et puis il va utiliser de manière extraordinaire la capacité de projection d'imaginaire de ce pont. Le passage dans le champ du patrimoine s'est fait lentement et le film y a probablement été décisif, comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses à Rochefort. En 1976, le pont est sauvé au titre de son classement comme monument historique. Il reprend du service en 1994 au profit d'une circulation douce. En 2010, la rupture d'un tirant d'ancrage après la tempête Xynthia a conduit l'État, propriétaire de l'ouvrage, à établir un diagnostic général mettant en évidence de nombreux désordres. La restauration de ce pont est devenue une nécessité parce que plusieurs incidents au niveau des câblages, la corrosion de certains assemblages sur le pont ont fait que la restauration qui a eu lieu en 1994, maintenant elle a fait son temps et que la question s'est posée d'une restauration générale du pont et de sa mise en sécurité définitive. Et c'est vrai qu'en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, être chargé d'une structure comme celle-ci, ça sort un petit peu des sentiers battus puisqu'on est plus habitué à restaurer des églises et des cathédrales. Là c'est une structure métallique et donc mon rôle a été de veiller à ce qu'en fait on le traite exactement comme on peut traiter n'importe quel monument. La particularité par rapport à d'autres ouvrages, c'est qu'on est dans un environnement où les gens sont très sensibles à l'esthétique. Quand je dis l'environnement, c'est aussi bien le maître d'ouvrage que le maître d'œuvre. En l'occurrence, le maître d'œuvre, c'est un architecte en chef des monuments historiques, donc qui est vigilant sur le fait qu'on restitue à la fin un ouvrage qui aura l'esthétique de celui d'origine. Donc on va s'attacher à des très fins détails de conception notamment. À l'automne 2016, le chantier est lancé et c'est la société Baudin-Châteauneuf qui a été choisie pour en assurer la rénovation complète. Joël, ingénieur structure, nous en dresse l'état des lieux avant travaux. Donc nous sommes sur le massif d'ancrage rive droite, côté amont.
Et donc nous avons devant nous le tirant qui a cassé et qui a été donc à l'origine des travaux. La rupture peut mettre en péril l'ouvrage. Les efforts présents dans le câble sont évidemment reportés dans les autres pièces qui se retrouvent donc surchargées et qui ne sont pas forcément conçues pour résister à ces efforts supplémentaires. Les travaux vont consister à changer l'intégralité de la suspension, puisque ce problème peut aussi avoir lieu sur les autres tirants d'ancrage. L'ensemble des tirants d'ancrage vont être changés. Nous sommes ici dans un pylône. Les travaux principaux à faire sur le pylône sont le changement des diagonales. Ce changement est nécessaire pour des problèmes de résistance des pièces et pas pour des problèmes de corrosion. Nous sommes donc en train de changer ces pièces-là pour des pièces avec des sections plus importantes. Donc nous arrivons sur le tablier de l'ouvrage. Ce tablier est situé à 50 mètres de hauteur. Donc le tablier est suspendu par les suspentes que nous voyons là. Voici une attache inférieure d'une suspente qui présente de nombreuses traces de corrosion de nature différente. Nous avons d'abord des piquetages des parties massives. La peinture est complètement endommagée comme on peut le voir. Nous avons aussi des pertes de section des tiges de suspente et des étriers d'attache liées au ruissellement de l'eau sur les parties verticales. Ici un bel exemple de corrosion avancée puisque le profil en U est percé. L'âme du profil a complètement disparu sous l'effet de la corrosion. Ici nous constatons la corrosion dérivée de la poutre. La peinture s'est écaillée. La rouille augmentant de volume a à son tour fait éclater la peinture. On voit par exemple ici cette augmentation de volume et l'effet de la corrosion. Nous constatons que la nappe est déversée, c'est-à-dire que la nappe devrait théoriquement se trouver dans un plan horizontal, tous les câbles au même niveau. Ici, les câbles sont inclinés. Donc c'est un signe de mauvais réglage de la suspension et éventuellement aussi de mauvaise conception de la tâche supérieure des suspentes. Donc il est prévu de tout changer, de changer toute la suspension, de remplacer la suspension par une suspension neuve. Après la dépose du tablier de la suspension, il ne restera donc plus que les deux pylônes. En quelques mois, le pont transborder va être entouré de nombreux équipements de chantier qui seront indispensables aux accès des équipes pour sa restauration. Sur chacune des rives de la Charente, ce seront tout d'abord deux échafaudages de 70 mètres de hauteur chacun, représentant quelques 60 000 pièces à assembler. En complément, chaque pylône se voit équipé d'un ascenseur permettant l'ascension en tête de pylône en 2 minutes et en toute sécurité. Sur ces extrémités, deux portiques spécifiques prennent place en janvier 2017 afin de permettre l'accès au câble supérieur de l'ouvrage et l'accès à la future passerelle à câble reliant les deux pylônes au-dessus de la Charente. Ces mois de préparation auront été nécessaires aux équipes de Baudin-Châteauneuf afin de pouvoir débuter les opérations de dépose du tablier. De nombreuses contraintes dues à l'emplacement de l'ouvrage en bord de Charente, à sa hauteur et aux conditions maritimes ont obligé l'ensemble des acteurs du chantier à trouver des solutions originales afin de pouvoir réaliser en toute sécurité ces opérations délicates. Les défis sont nombreux puisqu'on doit travailler avec un ouvrage qui contient de la peinture amiantée au plomb. On doit mettre en œuvre des techniques très sophistiquées de remplacement des câbles avec des calculs modernes pour justifier l'ouvrage dans toutes les phases provisoires de façon à s'assurer de sa stabilité et puis parce que les conditions météorologiques ne sont pas toujours clémentes et donc il faut travailler dans des conditions parfois difficiles. Sur ce chantier, le problème c'est la place. Parce que bon, réaliser un chantier quand on a beaucoup de place, c'est une chose. Quand on n'a pas beaucoup de place, ça nécessite une bonne organisation et surtout une bonne préparation en amont. La préparation a aussi consisté à désamianter les zones qui seront découpées au chalumeau, permettant ainsi au personnel de travailler par la suite sans combinaison spécifique. Donc on a coupé les poutres latérales en forme de I, on les a coupées pratiquement complètes sauf la semelle supérieure. Et ensuite on a coupé toutes les petites entretoises. Sauf le plan de contreventement, c'est le lassage qu'on voit sous le tablier et qui permet de stabiliser un petit peu le tablier au vent. Le but de l'opération, c'était de faire un maximum de tâches en amont des travaux nautiques. Et à partir du moment où on mobilisait tous les travaux nautiques, en effet, il fallait que ça aille vite. Le tablier, quel que soit le parti de restauration, que l'on décide de restituer le tablier de 1900 tel que nous allons le faire, ou qu'on restaure le tablier de 1933 en l'état,
il fallait le déposer parce qu'il est pollué, il est amianté, et ces opérations de dépollution et de désamiantage ne pouvaient pas se faire à l'aplomb de la Charente, parce que le confinement et ce qu'il représentait en termes de prise au vent n'était pas envisageable sans fragiliser l'ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle la dépose du tablier était nécessaire, et donc sa restitution s'avérait presque naturelle. À l'issue de cette première étape de dépose des deux côtés de la Charente, un chariot de hissage de 9 tonnes fut mis en place au moyen de la grue et placé sur des câbles spécifiques permettant son déplacement le long du tablier. 4 câbles de treuil seront utilisés afin de s'élinguer sur les entretoises pour pouvoir prendre en charge le tronçon. Les dernières suspentes sont découpées au chalumeau et la descente de chacun des 14 tronçons de 15 tonnes peut lentement débuter pour une dépose sur une barge au niveau de la Charente, 50 mètres plus bas. Pas de risque parce que c'est un tablier qui est suspendu, donc tant qu'on n'a pas touché aux suspentes, on n'a aucun problème. C'est quand on coupe les suspentes où là, en effet, il y a un transfert de charge qui se fait. Mais tant qu'on coupe les poutres, on peut avoir simplement éventuellement un mouvement de poutre qui se fait lors de la découpe et un petit décalage d'un tronçon par rapport à l'autre qui est lié à un déréglage de la suspension ou des choses comme ça. Le point le plus pénalisant, ça a été quand même les marées. On avait un déplacement du tronçon lié au vent et en dessous on avait un problème de positionnement en effet de la barge, plus le pousseur qui devait faire du stationnaire et suivre le colis, quoi. À partir du moment où on a coupé les suspentes et où on descend le tronçon, il se passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Il faut être sûr que pendant ces 20 minutes, on n'ait pas de vent, c'est très important. Dans un métier comme ça, vous pouvez tout organiser, tout prévoir, mais il y a toujours une part d'imprévu. Et donc les équipes que vous avez vues, elles sont rodées à cette part d'imprévu parce qu'elles le vivent tous les jours. Donc ils sont très à l'aise en fait sur une journée comme ça parce que même si ça ne se déroule pas exactement comme c'est prévu, ils savent intuitivement qu'ils vont trouver les solutions pour pallier aux problèmes auxquels ils auront à faire face. En termes de sécurité, là où j'étais le plus attentif, c'était en effet l'accostage du tronçon sur la barge. On ne pouvait pas se permettre de travailler par exemple à l'étal. C'est pour ça qu'on avait trouvé une fréquence de travailler 3 heures avant, 3 heures après, de manière à avoir un peu de courant et travailler toujours face au courant. Mais malgré cela, face au courant, il fallait quand même que le colis soit positionné correctement sur la barge pour éviter en effet de chavirer l'ensemble. Chaque tronçon est ensuite amené côté Échillais pour y être déchargé et préparé pour son transport vers la Bretagne. Et tout ça va partir en centre d'enfouissement parce que ça contient tout simplement de l'amiante, amiante et plomb. Donc il y a les deux. On va le découper, on le mettre sous double emballage et ensuite l'expédier par camion au centre d'enfouissement en Bretagne. Le 8 juillet 2017, c'est sous les yeux du public venu nombreux sur les bords de Charente que le dernier tronçon est déposé. Quand l'OPIC a pris en charge ce chantier, il a bien eu conscience de l'intérêt patrimonial mais aussi de l'intérêt touristique que revêtait cet ouvrage. Et fermer le pont pour 3 ans, ça avait évidemment une incidence assez lourde sur le dynamisme de ce territoire et de l'environnement. Et donc est née, avec les collectivités, cette idée de faire de ce chantier un point d'attractivité et en l'occurrence de faire que ce chantier soit intéressant et donc de le rendre visible, compréhensible par le public et tous ceux qui sont intéressés par l'opération. Le retrait du tablier lance une étape importante du chantier, avec le confinement en 6 phases des pylônes en vue de leur traitement complet. Les pylônes contiennent du plomb et de l'amiante et il est hors de question de rejeter dans l'atmosphère ces particules toxiques. Pour cela, un système de double couche est installé au moyen de bâches rigides collées sur les échafaudages. Fin décembre 2017, malheureusement, 2 tempêtes successives viennent déchirer l'ensemble de la protection. La remise en place de nouvelles bâches permettra de finaliser le traitement des pylônes, le rivetage à chaud et la remise en peinture de l'ensemble, mais avec un retard conséquent sur le projet. À quelques mètres de là, sur le chantier visible d'Échillais, l'assemblage au sol du nouveau tablier est terminé après plusieurs mois de montage et de réglage. Après sa mise en peinture, ce géant d'acier de 176 mètres de long, composé de 22 sections de 15 tonnes, sera installé entre les pylônes rénovés. C'est au cœur des ateliers de Baudin-Châteauneuf que les centaines de pièces de cet ouvrage sont patiemment fabriquées depuis la fin de l'hiver 2017. Mais avant cela, l'entreprise a dû respecter un cahier des charges précis imposé par le maître d'œuvre pour une rénovation à l'identique de l'ouvrage tel que conçu en 1900 par l'architecte Ferdinand Arnaudin. Après plusieurs milliers d'heures de calcul au sein du bureau d'études, la fabrication peut débuter.
Ici, nous sommes à l'atelier principal de Bodin-Châteauneuf. Nous allons fabriquer les 22 tronçons du tablier du transborder du marteau. La fabrication va durer environ 4 mois. Pour le marteau, ici, on a découpé les tôles, on les a usinées, on les a pointées, soudées en fonction des plans qui avaient été établis par le BE. Après, on envoie les pièces assemblées en peinture. Et une fois qu'elles sont revenues, on peut faire la dernière opération qui est le riftage. Donc la particularité du transborder du Martrou, ça a été de remettre en service le riftage. Ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas rifté au sein de Bodin-Châteauneuf. Donc il a fallu qu'on fasse appel à des vieilles connaissances qui connaissaient particulièrement bien le riftage et remettre en service également les rifteuses, les fours à rivets et tout le matériel lié au riftage. Au fur et à mesure de l'avancement de la fabrication, les éléments sont envoyés sur échillet pour leur assemblage au sol. Donc là on se trouve sur la rive gauche de la Charente, sur la zone dite du chantier visitable. Ici en fait c'est une zone qui est un peu tampon, c'est la zone en fait où on a ramené le tablier existant. C'est ici qu'on l'a démantelé, c'est ici qu'on l'a coupé en petits morceaux pour l'envoyer en enfouissement. Là actuellement on a récupéré la zone pour faire le montage du tablier neuf. Donc les pièces arrivent de manière unitaire et nous en fait le principe ici c'est de reconstituer en fait le tablier pièce à pièce, quoi. Lors de l'assemblage en fait ce qu'il faut être attentif c'est toute la partie équerrage et perpendicularirité de toutes les pièces de manière à ce que lorsqu'on va faire le remontage en hauteur tout se passe bien. Donc là on fait des réglages au millimètre en alignement, en hauteur, en calage. Le tablier une fois assemblé il est assemblé avec des boulons provisoires. Ces boulons provisoires après vont être remplacés par des rivets, ce qui est actuellement en train de faire la société du manoir. Dans le montage à blanc aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler aussi tout ce qui est garde-corps, tout ce qui est équipement un peu secondaire sur le tablier, et toujours dans le même esprit, c'est d'avoir le minimum de choses à faire en hauteur. Une fois que le montage à blanc sera complètement terminé, ce qui se passera, c'est qu'on va recouper en fait le tablier complet en 22 éléments de 8 mètres. Les 22 éléments de 8 mètres seront transportés jusqu'au pylône rive gauche. Le défi en fait sur cette zone de montage, ça a été de partir de pièces unitaires qui arrivent donc de nos ateliers, qui sont réassemblées sur site, pour arriver à un alignement parfait sur 176 mètres de long. C'est le 15 septembre 2018, à l'occasion des Journées du patrimoine, que la pose du premier tronçon neuf a été réalisée côté rive gauche. Une opération sous les yeux du public venu nombreux assister à ces manœuvres aussi délicates qu'impressionnantes et qui concrétisent une étape importante de cette restauration. C'est pas un peu le début de la fin, mais c'est un grand moment pour la reconstruction, en tout cas pour le remontage du pont. C'est une opération à la fois technique, c'est une opération emblématique de restauration de notre patrimoine, avec un choix important, ambitieux de la Commission nationale des monuments historiques de reprendre le parti pris architectural de la construction, l'état 1900 tel que conçu par Arnaudin. Le colis mesure environ 16 mètres de long et a un poids d'environ 26 tonnes pour à peu près 9 mètres de large. Donc un volume assez important. La pose s'effectue à la grue avec une grue de 450 tonnes de capacité. Si le levage du colis est impressionnant, le travail des personnels de Bodin-Châteauneuf pour le réceptionner à plus de 50 mètres du sol n'en est pas moins délicat. Avec un maître mot, la sécurité avant tout. On a mis en place avant le levage des lignes de vide, de manière à ce que les gens là-haut puissent s'attacher en toute sécurité et travailler en confiance à 50 mètres de haut, ce qui n'est pas forcément toujours évident. En février 2019, c'est l'ensemble des tronçons neufs qui s'apprêtent à être installés un à un au départ d'Échillais. Les tronçons sont aujourd'hui stockés sur la zone qu'on appelle le chantier visitable. Ils sont posés sur un semi-remorque, amenés jusqu'au pied du pylône rive gauche, où là on les met à l'eau sur un ponton donc, qui est guidé par 2 vedettes. Et ces 2 vedettes permettent ensuite le déplacement du tronçon jusqu'à sa position définitive. La position définitive est donnée par un GPS installé dans une des vedettes donc, qui tracte le ponton. 50 mètres plus haut, c'est une équipe professionnelle et motivée qui attend chaque tronçon, sous la direction de Sébastien, conducteur de travaux. Pour cette opération délicate, c'est le même chariot utilisé lors de la dépose qui sera mis en œuvre. Ce dernier est accroché sur les câbles à plus de 50 mètres de hauteur. Là, 4 câbles indépendants sont descendus au niveau de l'eau afin d'y accrocher le tronçon apporté sur une barge.
L'élément est ensuite hissé verticalement au moyen de 4 treuils indépendants permettant de garantir la stabilité de l'ensemble. Ah, levez les deux là, le 2 et le 4. Encore. Encore. Il faut être vigilant à toutes les étapes, en étude, en fabrication des pièces et puis bien sûr au montage pour éviter d'avoir de mauvaises surprises une fois là-haut. J'ai l'impression que c'est pire qu'hier le tronçon. Stoppez, stoppez, faites gaffe à vous là, la pièce elle a de la force là. Alors si elle bouge comme ça, faites chaud. Certains hissages se sont déroulés avec beaucoup de vent. C'est vraiment la contrainte à la fois pour la sécurité des hommes et pour le matériel, hein, parce qu'il y a des calculs qui ont été faits par l'entreprise sur la capacité des treuils et du chariot actuel à hisser l'élément de tablier sous un vent qui va jusqu'à 45 km/h par exemple, donc c'est un peu la limite. On remonte le 2 et 3. 2 et 3, ça monte. Sébastien, lève le 1 et 4. 1 et 4. Pas stopper, c'est bon. Dépassé, c'est bon. C'est stoppé. Ce qu'il faut, Bastien, ce qu'il faut là, c'est qu'il y ait un gars par suspente maintenant, Philippe. Un gars par suspente, 4 stop shoot, un gars par suspente, et après on y va, d'accord? Les points de sécurité, effectivement, sont un sujet important. On a essayé d'équiper au maximum au sol chaque tronçon de protection collective, de manière à ce que les opérateurs à 50 mètres de haut puissent travailler dans des conditions de sécurité correctes. Il n'empêche que sur certaines phases, on est obligé d'utiliser des protections individuelles. Donc bien sûr, ils sont attachés aussi longtemps que nécessaire pour faire toutes ces opérations d'accrochage et de décrochage. Et sur la barge, effectivement, qu'il y a un autre point de sécurité important. On a pris l'option que les opérateurs, une fois le tronçon attaché à ces câbles, montent sur le tronçon de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'être emportés par la barge au moment du décollage du tronçon. Les opérateurs sont ensuite récupérés avant le hissage par la vedette de l'amanage, une opération qui obtient toujours un franc succès auprès des collègues au perché. C'est lui, attention les gars, il va sauter là. Ce qui nous intéressait sur ce projet, c'est que d'abord c'est un ouvrage unique en France et presque dans le monde, puisqu'il n'y en a plus que 8. Et c'est le fonctionnement de l'ouvrage, c'est de revenir à un tablier de 1900. C'était un vrai challenge technique en fait, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de note de calcul qui nous assurait que c'était faisable. La preuve, quand il était mis en service, il y a eu plusieurs ruptures. Et c'est vraiment un projet très très complet, à la fois en termes de suspension, de tablier, il y a des problèmes de fondation aussi. En 1900, année de sa construction, la mise en place du tablier est tout à fait différente. Les éléments de la membrure inférieure sont assemblés au pied des pylônes, puis acheminés au moyen d'une grue auto-élévatrice installée en tête de chacun d'eux. Un chariot de travail appelé Blondin achemine l'élément du tablier le long des câbles porteurs à sa place définitive. Le pont doit trouver son équilibre face au poids des éléments du tablier. La tension des câbles est ainsi régulièrement ajustée pour éviter que les pylônes ne s'affaissent dans le lit de la Charente. Avec les moyens modernes, il aura fallu 6 semaines aux équipes de Baudin-Châteauneuf pour installer avec succès par moyen nautique les 16 tronçons centraux, représentant une longueur de 130 mètres. Les équipes se préparent désormais à installer les derniers tronçons latéraux, en utilisant pour cela une grue de grande capacité dans un environnement aux multiples contraintes. Donc ce sont les tronçons qui ne sont pas au-dessus de la Charente, qui se trouvent au droit des pylônes ou en arrière des pylônes pour le côté rive gauche. Et donc la particularité, c'est qu'il faut passer entre les câbles, à la fois les câbles provisoires et les câbles définitifs, ceux qui étaient déjà montés. Les opérations délicates, c'est forcément les opérations d'accrochage de ces tronçons une fois qu'ils sont à leur position, c'est-à-dire la mise en place de haubans définitifs dans le cas où on peut les mettre ou de haubans provisoires quand on ne peut pas. Donc une grosse préparation avant de faire ces opérations de levage depuis la terre ferme. Mais le tablier n'est pas le seul élément à être totalement restauré. La câblerie représente aussi une part importante du projet avec le remplacement de 188 câbles totalisant quelques 8000 mètres de différents diamètres. Tout d'abord, 28 câbles de retenue de l'ouvrage sont installés afin de relier les massifs d'ancrage au sommet des pylônes et aux extrémités du tablier. Chaque câble est ensuite mis en tension. En fait, on est en train de verriner, de donner les bonnes barres aux câbles. Ce sont les 2 câbles de retenue. Ça sert à donner de la stabilité au tablier et à retenir le tablier de chaque côté.
On retrouve également 8 câbles porteurs qui relient les 2 sommets de pylônes et supportent le tablier dans sa partie centrale au-dessus de la charente au moyen des suspentes. En 1960, les haubans ont été retirés. Afin de remettre l'ouvrage dans son état originel, 112 haubans reliant le tablier au sommet des pylônes ont été réinstallés. Pour finir, 40 suspentes ont été remplacées. Elles permettent d'accrocher la nacelle au chariot. Pour comprendre la fabrication de ces éléments indispensables à la bonne tenue d'un pont suspendu, il faut de nouveau se rendre à Châteauneuf-sur-Loire, siège de l'entreprise Baudin-Châteauneuf. Ici, c'est l'atelier câblerie. Donc la machine qui est à côté, c'est la câbleuse. Elle date du début du XXe. Elle permet de fabriquer des câbles jusqu'à 330 fils, donc qui sont faits par couches successives. Une préparation minutieuse est effectuée par les opérateurs avec chaque brin avant le lancement de la machine. Les fils qui sont déposés sur une couche sont enroulés sur des bobines qui sont sur ce qu'on appelle un train. Donc on appelle ça le train de 6, le train de 12, le train de 18 et celui qui est à côté de moi, là c'est le train de 24. Le câble typiquement a un fil d'âme qui sont entourés de 6 fils sur la première couche. Sur la deuxième couche, vous en avez 6 de plus, à savoir 12. Sur la troisième, vous en avez 18 et ainsi de suite, 24, 30, 36. À la fin de cette opération, le câble est prétendu sur 300 mètres, les fils se mettent ainsi correctement en place avant leur installation définitive sur l'ouvrage. À l'issue de la prétention, le câble est coupé à la longueur voulue et la terminaison peut être réalisée. Les fils seront épanouis dans un premier temps, formant ainsi une gerbe qui sera rentrée dans le culot. Chaque fil sera alors frisé avant de recevoir du zinc fondu qui, en durcissant, viendra finaliser cette attache. C'est ce culot qui sera ensuite installé afin de maintenir le câble à chaque extrémité de l'ouvrage. Le changement complet de la câblerie a aussi été accompagné de la restitution des ancrages en arrière des massifs tels que conçus en 1900, en supprimant les excroissances de béton installées en 1933. Les blocs de plusieurs tonnes ont été découpés un à un, puis retirés à la grue de chaque côté de l'ouvrage. Le pont transborder retrouve dorénavant visuellement son architecture de 1900, mais il reste 2 opérations particulièrement importantes à effectuer sur le tablier avec l'alignement de chacun des 22 tronçons de 16 tonnes et leur rivetage définitif. Joël Dumont, ingénieur structure, revient sur ces opérations de précision. Le pont du Martrou est un pont suspendu, le tablier est accroché aux nappes de câbles par l'intermédiaire des suspentes. Chaque nappe est composé de 4 câbles et également de 2 suspentes, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Il faut maintenant régler la géométrie pour pouvoir aligner les tronçons l'un à l'autre pour pouvoir réaliser les éclissages. Les éclisses sont ces pièces de métal, ces plats qui vont relier les 2 tronçons l'un à l'autre par l'intermédiaire de boulons. Donc pour pouvoir aligner les tronçons, nous équipons les suspentes, ici une suspente provisoire, d'un matériel de vérinage. Donc nous voyons ici les vérins qui sont des vérins hydrauliques commandés par une pompe reliée assez flexible. Lorsque les vérins sont actionnés, nous modifions la distance entre les 2 chevêtres qui sont ces pièces bleues, donc nous modifions la longueur de la suspente, ce qui nous permet de régler les tronçons les uns par rapport aux autres. Pour rabouter les 2 tronçons, il faut relier la membrure supérieure, la membrure inférieure et reconstituer les diagonales. Donc les membrures supérieures et inférieures se raboutent au moyen des tôles que l'on voit là qui s'appellent des éclisses. Et on dit qu'on réalise un éclissage des tronçons. Les éclissages sont réalisés avec des boulons provisoires qui seront ultérieurement remplacés pour des rivets à chaud pour respecter le caractère historique de l'ouvrage. Pour permettre les opérations de rivetage à chaud en toute sécurité, une plateforme est installée sous le tablier pour les opérateurs de la société du Manois. C'est un savoir-faire bien particulier qui est nécessaire pour rifter à l'ancienne quelques 3000 rivets sur l'ouvrage.
Un four chauffe l'acier à près de 1000 degrés. Une fois la température idéale atteinte, le rivet est apporté par un opérateur le plus rapidement possible à l'équipe chargée de l'assemblage. En tapant le rivet au marteau pneumatique, celui-ci gonfle à l'intérieur du trou. Il est ensuite façonné au moyen de la boutrolle de l'appareil. À l'été 2019, l'Hermione, autre icône de la ville de Rochefort, remonte fièrement la Charente, passant sous un pont transbordeur dorénavant solidement fixé et aligné. L'heure est ainsi venue de procéder aux opérations de démontage de certains échafaudages, ainsi que le retrait des passerelles à câbles le 23 septembre 2019, une journée qui restera mémorable. Au petit matin, un hélicoptère de type écureuil se pose sur le chantier visitable des Chilets. L'ensemble des équipes opère un dernier briefing avant de lancer une opération délicate, le retrait des 2 passerelles à câbles installées sur le pont transbordeur en mai 2017. Ces passerelles de 140 mètres de longueur chacune relient les 2 pylônes du pont, permettant le passage des équipes d'une rive à l'autre de la Charente, mais aussi le travail en hauteur sur les différents éléments. En 2017, l'installation des 140 paniers à plus de 50 mètres de haut s'est faite à la main, en faisant glisser les éléments un à un le long des câbles porteurs. La mise en place du nouveau tablier en juin dernier rend les passerelles inutiles. Pour les retirer rapidement et en toute sécurité, l'hélicoptère s'impose, une première pour l'ensemble des équipes. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de retirer les packs. Donc on alterne une fois en rive droite, une fois en rive gauche. Donc on arrache 3 paniers à chaque fois de chaque côté. Là, tu peux descendre de 3, avance sur nous, stop, avance. Et tu peux descendre en nu. Enlève un peu. Ouais, c'est bon, allez, tu peux lever. 45 rotations seront effectuées afin de déposer l'ensemble des paniers côté Échillais, où ils seront stockés jusqu'à leur retour aux entrepôts de Bodin-Châteauneuf. L'appel de l'hélice nous appelle, donc on va finir à l'aval, après on passera en avant. Une matinée seulement aura été nécessaire aux équipes de Mont-Blanc Hélicoptère et de Bodin-Châteauneuf pour retirer les 140 paniers composant ces passerelles, redonnant ainsi chaque jour au pont transbordeur un peu plus de son apparence originelle. Pour les équipes de Bodin-Châteauneuf, il reste maintenant à installer la pièce mobile de cet ouvrage, le chariot, composé de 2 parties assemblées sur site qui aura par la suite à supporter la nacelle 50 mètres plus bas. La journée du patrimoine de ce 21 septembre 2019 est l'occasion de faire participer le public à ces manœuvres toujours impressionnantes et permettent de fournir les dernières informations sur la rénovation de cet ouvrage unique en France. C'est bon, on est parti. Il est parti, Le challenge, ça a été de le refaire à l'identique, un souhait de l'architecte, et ensuite de le remettre en place. Donc on a été obligé de le couper en 2 à cause de la longueur du colis. La proximité des câbles de retenue du tablier faisait qu'on était obligé de prendre un morceau beaucoup plus petit. On a été obligé en fait même d'incliner le colis pour gagner encore de la place parce que sinon on risquait de toucher les câbles. Vas-y, oriente un peu à droite. Oriente. Ah, stop. Quand le chariot commence à rentrer dans le tablier, c'est un frisson dans le dos. Et c'est une joie de le voir avancer sans à-coups et que ça se passe bien, quoi. Une fois le premier élément en position, le second est hissé à son tour 50 mètres plus haut. Chaque partie de chariot de 15 tonnes est déplacée à la force des bras au moyen de tirs forts. Une fois en position, ils seront assemblés pour ne faire qu'un élément. Et ce qui me motive, c'est de voir en vrai ce que j'ai vu en 3 dimensions sur mon écran, de pouvoir discuter avec les équipes de chantier,
d'avoir leur ressenti. Ouais, super. La dernière roue est rentrée. On ne regrette pas d'avoir fait le chemin pour voir ça. Le 27 novembre, au petit matin, toute l'équipe est mobilisée pour un événement attendu depuis 3 années, la repose de la nacelle au-dessus du fleuve Charente. La repose de la nacelle aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement, l'étape finale, ultime de rénovation de l'ouvrage, puisqu'on a remplacé les câbles, on a remplacé le tablier, réparé les pylônes, et aujourd'hui, effectivement, on repose la nacelle, qui est l'objet ultime du chantier. La difficulté, c'est de pouvoir raccrocher les câbles définitifs à la nacelle. Donc il y a une opération un peu délicate. Il faut venir mettre tous les étriers dans les anneaux et dans les culots des câbles, de manière à pouvoir raccrocher ces câbles, de manière à relâcher la grue et tendre les câbles définitifs de la nacelle. Une opération menée avec succès en quelques heures. La nacelle est maintenant solidement arrimée au chariot. Quelques semaines de réglage plus tard, et les équipes s'apprêtent à réaliser la première traversée de l'ensemble. C'est bon, c'est maintenu pour 11 heures. Hein, c'est maintenu pour 11 heures. C'est parti. On va essayer d'envoyer la nacelle de l'autre côté avec le câble de traction. Et donc il faut surveiller que notre câble passe correctement sur les petites poulies là-haut pour pas qu'on ait de soucis. C'est parti, ça tire. C'est parti, il est parti, sérieux. On va passer la boîte à grains dans le premier diabolo. Il est passé. On met en valeur un patrimoine français tout en disant que ça va être quelque chose qui va être utile. Ce n'est pas une pièce de musée, puisque une fois qu'il sera remis en service, il va pouvoir être utilisé par les piétons, les cyclistes. Donc il y a une réelle utilité locale. C'est d'autant plus satisfaisant d'aller travailler sur un ouvrage patrimonial, mais qui a en fait une vraie utilité. Le principal souci aujourd'hui, c'était de bloquer la navigation de commerce. Au cas où on a eu vraiment des soucis, on avait jusqu'à 20 h ce soir pour le faire. Après 20 h, il fallait bloquer les bateaux en mer, ils ne pouvaient pas rentrer au port de Rochefort. Je te dis, on a 5 mètres du deuxième diabolo. Et ça marche. C'est un jour exceptionnel, c'est la première traversée depuis le début des travaux, c'est-à-dire la première traversée depuis 2016. Donc c'est la consécration de tous les travaux qui sont en cours d'achèvement. On arrive sur la tête de pylône rive gauche, chef. Ah, stoppé, Seb. On arrive. C'est stoppé. Bon, on a réussi, on n'a pas réussi. On a réussi. Aujourd'hui, si ce que je devais retenir, c'est la première traversée de la nacelle, puisque c'est l'aboutissement du chantier. C'était arrivé à faire traverser la nacelle. On l'a fait, maintenant il faut la faire revenir. Et après, on va faire les finitions. Là aujourd'hui, effectivement, on voit un ouvrage tel qu'il était en 1900, peu ou prou. On a du mal à imaginer tout ce qui s'est passé ces dernières années quand on regarde l'ouvrage tel qu'il est là. Mais c'est vrai qu'on a dû faire face à pas mal de problèmes pendant ces 3 années de chantier. Ouais. En juillet 2020, l'ensemble des défis techniques sont résolus et l'ouvrage peut être remis à la communauté d'agglomération Rochefort-Océan qui en assure l'exploitation pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cette journée du 29 juillet 2020 est exceptionnelle. Il y a 120 ans, le pont Transborder ouvrait, a été inauguré en grande pompe. 120 ans après, on accueille de nouveau les visiteurs sur le site après 4 années de chantier exceptionnel. C'est un moment merveilleux pour l'équipe et très très émouvant à vivre et à partager avec les visiteurs. Alors, le site du pont Transborder, c'est un symbole pour le territoire de Rochefort-Océan. Il est une des icônes du territoire avec la Corderie Royale, l'Hermione, le Fort Boyard pour Rochefort-Océan. Et c'est un symbole aussi parce que c'est le dernier transborder de France.